Nous sommes le 23 février 2025 et je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine. Il y a eu beaucoup de géolocalisation et pour éviter de faire des vidéos de plus de 20 minutes, donc j'ai décidé d'en faire une ce week-end. Donc on va commencer avec des informations qui se sont passées donc dans la nuit et selon les Ukrainiens, les Russes donc auraient lancé 267 drones sur le pays et principalement dans Téhéran, ce qui en fait un record pour un seul raid. Très peu de visuels ont été publiés des dégâts au sol. Néanmoins, il y a bien eu des explosions, et notamment à Kiev, donc c'est la capitale, elle est ici, à Kryvyi, ici, et enfin sur Odessa, au sud. Nous nous dirigeons tout de suite sur le terrain en commençant avec l'oblast de Koursk, où des rapports russes font état d'incursions donc de leurs unités donc dans la région de Soumy, donc qui est frontalière avec l'oblast de Koursk. Néanmoins, je n'ai trouvé aucun visuel de ces informations, donc je n'ai pas modifié la carte. Par contre, en termes de visuel, ont bien été publiées des destructions d'une colonne blindée ukrainienne qui se dirigeait vers le nord et plus précisément vers le village de Sverdikovo, qui est ici et qui est actuellement sous contrôle des Russes. Donc les Ukrainiens ont tenté d'y lancer une colonne blindée pour y déloger donc, les Russes dans le village de Sverdikovo, mais cette colonne blindée a été interceptée par les drones kamikazes russes à la frontière donc, entre l'Ukraine et la Russie. La majorité de ces blindés ont été détruits donc, dans l'oblast de Soumy, donc, qui est ici. Alors on va commencer ici avec un PBV 302. Donc ce sont des blindés chenillés de transport de troupes, conception donc suédoise, qui ont été livrés à l'Ukraine. Et cette colonne blindée a été interceptée et détruite le 22 février. Donc on a un PBV 302, ici on a un BMP-1 ukrainien. Un autre PBV 302. Et un petit peu plus au nord, ici, on a un char, donc plus précisément un T-64, ainsi qu'un Max Pro. Donc cette colonne n'a pas pu atteindre le village de Sverdikovo. À l'est de ce même village, ici, c'est un autre BMP-1 ukrainien qui a été détruit là également par un drone kamikaze, mais une semaine auparavant, le 15 février. Je dézoome pour bien vous montrer. On se déplace vers le nord, où ici il y a eu des géolocalisations de blindés, cette fois-ci russes, détruits dans la journée du 21. Ici nous avons un BMD-2 et un Tigre qui ont été détruits. Donc le Tigre c'est un véhicule blindé léger, rien à voir avec le char Tigre de la Deuxième Guerre mondiale. Sur le village de Zeleny Shliak, c'est un MTLB russe qui a été également détruit par un drone kamikaze dans la même journée. Aucune modification sur cette partie du front, donc concernant la ligne de front. À l'ouest de Nikolski, ici, un blindé a été géolocalisé après avoir été détruit, mais impossible à vous dire s'il est russe ou ukrainien. Et sur la partie nord, ici, juste à la limite de la zone contrôlée par les Russes, dans cette bande forestière, l'infanterie russe en mouvement a été bombardée le 19 février. Mais comme vous pouvez le constater ici, aucune modification des zones de contrôle sur la partie nord. Par contre, sur la partie sud de la zone contrôlée par les Ukrainiens dans l'oblast de Koursk, ici il y a eu des modifications en faveur des Russes, puisque ces derniers ont lancé leur infanterie en direction du village de Cherkaskaya Konopelka. Dans ces attaques, ils ont repris le contrôle du village de Fanissivka, où leur infanterie a été bombardée. Ces attaques ont eu lieu le 20 et 21 février et essentiellement conduites par de l'infanterie. Et ici, nous avons donc des fantassins russes pris à partie par des drones kamikazes ukrainiens, donc dans le village même de Cherkaskaya Konopelka, qui d'ailleurs est actuellement disputé. À l'ouest de ce secteur, une nouvelle fois, les Russes ont bombardé les positions ukrainiennes, et une nouvelle fois avec une FAB 3000. Souvenez-vous, dans la dernière vidéo, ce secteur avait déjà été bombardé par les Russes. Je dézoome, donc voilà pour l'essentiel des informations sur l'oblast de Koursk ces 2 derniers jours. Sur l'oblast de Kharkov, ici, aucune information donc, dans la ville de Vovchansk. Par contre, à l'est de cette dernière, ici, 2 M1117 ont été détruits. Donc, ce sont des véhicules de combat blindés américains.
qui sont produits depuis 1999 et qui sont toujours actuellement produits. Donc toute proportion gardée, on pourrait les assimiler à des VAB, comme vous pouvez ici voir à l'écran. Et ils sont équipés donc d'un lance-grenade et de 2 mitrailleuses, donc une 7,62 et une 12,7. Direction le front de Louhansk, où les Russes sont entrés dans le village de Topoli, qui se situe ici et juste à la frontière avec la Russie, donc qui est sur votre droite ici, et l'Ukraine. Ici, donc, dans ce village, une position de l'armée russe a été bombardée hier dans la journée. Et cette avancée leur a permis de sécuriser cette partie du terrain. Et comme vous pouvez le constater, ils ont également franchi l'Oskil dans ce secteur. Donc on se situe au nord du front de Louhansk. On se déplace un petit peu plus vers le sud, où un canon automoteur ukrainien a été détruit le 20 février, ici donc par un drone kamikaze. Sur le village de Fiolivka, ici aucune modification. Une petite vidéo d'archives ici qui date du 15 février, où une position russe est attaquée par des drones kamikazes ukrainiens, donc ce qui confirme bien la position ici, contrôlée actuellement par les Russes. On continue le long de ce front de Louhansk, où cette fois-ci c'est une colonne blindée russe qui a été interceptée et détruite par des drones kamikazes, alors que cette dernière se rendait donc dans la zone grise pour attaquer les positions ukrainiennes. Et ici, donc, nous avons 5 BMP qui ont été détruits, donc essentiellement des BMP 1, tous détruits donc, dans la journée du 21 février. Et ici, on a des BMP 2. Sur la partie ouest, ici, dans le village de Zarizovie, ici, une position de l'armée ukrainienne a été attaquée par des drones kamikazes le 18 février, donc ce qui confirme bien que ce secteur est actuellement sous contrôle des Ukrainiens. On continue le long de la ligne de front. Pas d'autres informations sur le front de Louhansk. Le village de Yampolivka est toujours disputé ici, au sud de Terny. Sur le front de Siversk, pas d'informations donc depuis la dernière vidéo, si ce n'est ici qu'un MTLB russe a été détruit et géolocalisé le 17 février. Destruction qui a été effectuée par un drone kamikaze. On continue. Au nord de Chassifiar, ici, une position russe a été bombardée ici dans la zone grise, donc à l'est du village de Orikovo-Vassilivka. La seule modification que cela a apporté sur la carte est une réduction de la zone contrôlée par les Ukrainiens, ici précédemment, et une extension de la zone grise. On continue. Sur Chassifiar, aucune information. Sur la ville de Toretsk, ici, des positions de l'armée russe ont été bombardées le 21 février, ici et ici dans la zone grise. Donc souvenez-vous, ici, il y a eu des incursions ukrainiennes dans la dernière vidéo. Mais ici, ces dernières 48 heures, je n'ai pas trouvé d'autres informations concernant des attaques sur des positions ukrainiennes. Donc voilà pour la ville de Toretsk. À l'ouest de cette dernière, ici, de nombreuses géolocalisations ont été effectuées. Alors, dans un ordre chronologique, nous allons commencer avec la journée du 18 février, où ici, un Bradley progresse sur cet axe, ici, et il est attaqué par un drone kamikaze. La vidéo ne dure que quelques secondes et impossible de confirmer donc avec cette dernière si le blindé a été endommagé ou détruit. Dans la journée du 20 février, ici, alors dans une vidéo qui a été donc publiée sur Odaxon, un soldat ukrainien s'est rapproché donc de ce bâtiment dans lequel se trouvaient des soldats russes. Et le soldat ukrainien a tiré donc avec son RPG sur ce bâtiment. Donc ce qui veut dire que ce secteur est actuellement disputé. Et ensuite, bien au sud, ici, c'est un M113 qui a donc été filmé sur ce chemin, ici, donc le long de cette bande forestière. Ce dernier est touché par un drone kamikaze, mais il continue son chemin. Donc pas de destruction. Nous arrivons maintenant sur le front de Donetsk. Donc pas d'informations dans le secteur de Vodiane-Droué.
Sur le front de Pokrovsk, donc dans la dernière vidéo, les Ukrainiens affirmaient contrôler le village de Lissivka, mais je n'avais pas apporté de modification car il n'y avait pas eu de confirmation visuelle de cette information. Et au contraire, ici, il y a 48 heures, c'est une vidéo avec une position de l'armée russe qui a été bombardée dans ce même village. Donc, à mon niveau, ce secteur reste dans la zone grise et disputé. On continue. Sur le village de Pichanier, alors les deux armées revendiquent le contrôle de ce village. Néanmoins, ici, et suivant les dernières vidéos géolocalisées, c'est une position de l'armée russe ici qui a été bombardée le 20 février par un drone ukrainien. Mais à mon niveau, ce village reste disputé entre donc les deux armées. On continue de nouvelles géolocalisations ici dans le secteur de Nadiivka. Un char russe ici a été détruit le 20 février et 2 jours plus tard ici c'est un blindé de l'armée russe qui a été détruit par un drone kamikaze. Sur les arrières russes ici dans un hangar, un BMP-1 russe a été détruit donc, par un drone kamikaze. Donc le blindé était entreposé dans ce hangar et il a été donc découvert et détruit par un drone kamikaze. Ce qu'on peut observer, et de manière générale, concernant les drones kamikazes des deux armées, c'est qu'il y a davantage de géolocalisation, de destruction de ces derniers à des distances plus élevées qu'auparavant. On peut donc constater ici une amélioration pour les deux armées dans l'utilisation de leurs drones kamikazes qui parviennent à atteindre leurs cibles sur des distances plus élevées. Retour sur la ligne de front. À l'ouest de Kourakovié, ici, les Russes donc, sont en train d'éliminer donc, le saillant ukrainien. Comme vous pouvez ici le constater, ces dernières 48 heures, donc non seulement la position fortifiée ici a été sécurisée par les Russes, mais ces derniers se sont également rendus maîtres du village de Oulakli, qui se situe ici, et où ils ont donc hissé leur drapeau le 21 février. Et ici, ça correspond à peu près 5 km² de terrain. Les Russes sont arrivés donc aux abords du village de Constantinopile. Dans ces dernières progressions ici, ils ont perdu 4 blindés dans la journée du 20 février, 2 BMP et 2 Tigres. Et enfin sur Andriivka, ici, alors je me suis trompé ici de icône ici, puisque c'est une position russe qui a été bombardée le 21 février. Donc on est à l'ouest de la commune de Andriivka. Sur l'axe qui mène à Constantinopile, ici, un T-72 ukrainien a été détruit le 21 février par un drone kamikaze alors qu'il se dirigeait vers l'est. Au nord du village de Novi Komar, les Russes ont mené une nouvelle attaque avec plusieurs blindés ici hier dans la journée. Et donc pour l'instant, cela a simplement modifié la zone de contrôle ici qui était précédemment sous contrôle ukrainien et qui est maintenant dans la zone grise. Les Russes ont avancé en direction du village de Bourlatskié ici en sécurisant donc cette partie du terrain, mais pas d'autres modifications dans ce secteur. Donc voilà pour le front donc, de Donetsk. Sur le front de Zaporizhia, dans le secteur de Kamiensky, ici, les Russes ont de nouveau utilisé une FAB 3000 hier dans la journée. Et quelques jours auparavant, ici, le 18 février, c'est un drone kamikaze russe qui a détruit un char ukrainien, donc le 18 février. Donc voilà, pour les informations donc, essentielles au 23 février 2025. Donc l'information essentielle, c'est que les Russes sont en train de mener une contre-attaque donc, au sud-est de Soudja. Ils ont repris le contrôle du village de Fanivka et sont actuellement engagés donc, dans les combats pour le village de Cherkasskaya Konopelka. Les Russes, sur le front de Louhansk, ont franchi l'Oskil sur la partie nord, juste à la frontière avec la Russie. Le village de Oulakli est passé sous contrôle russe, donc ce dernier se situe à l'ouest de Kourakovié et à l'est de Constantinopile. Et enfin, dans la nuit, les Russes ont mené donc un raid record de plus de 260 drones sur l'Ukraine, avec des explosions qui ont lieu à Kiev, Kryvyi et Odessa. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche, portez-vous bien. Encore merci
pour vos messages et votre soutien, et à très bientôt. Depuis 3 ans, cette situation est là. L'Ukraine a formidablement résisté, mais la situation est évidemment très préoccupante. Quel est notre objectif ? Une paix durable et solide. Une paix parce que vous le voyez bien, ça ne peut pas durer. Et en quelque sorte, l'Ukraine ne peut pas reconquérir par la voie militaire ses territoires. Et la Russie ne peut pas, par une voie militaire, aller beaucoup plus loin. Et le bilan humain est énorme. L'Ukraine ne peut pas récupérer. Il dit bien, la Russie peut pas aller de l'avant, hein, mais enfin l'Ukraine ne peut pas récupérer. Oui. C'est un constat de ce qui se passe actuellement. Ensuite, je pense que je repasserai la parole à Général Richoux, mais il est évident que la guerre ou les conflits militaires ont bien entendu des solutions militaires. C'est simple comme concept. Ensuite, pour apporter une solution à n'importe quel problème, il faut des moyens adaptés. Vous voyez, si vous avez un problème en plomberie, il vous faut un plombier et le matériel. Si vous avez un conflit militaire, une guerre, il vous faut des soldats, le matériel, l'instruction, et ainsi de suite. Alors comprenons, précisément, qu'est-ce qu'il faudrait aux Ukrainiens s'ils voulaient reconquérir, quand même pouvoir se battre, reconquérir maintenant et pas s'arrêter ? De la masse. Et la masse, ils l'ont sur le plan humain, théoriquement, puisqu'avec 40 millions d'habitants, on peut mobiliser 4-5 millions de personnes. Et il faut de la masse en matériel, en chars, en obus, en avions, en missiles, etc. Donc il faut de la masse. Et l'Europe ne l'a pas ? Mais non, l'Europe ne l'a pas. C'est inaccessible. C'est inaccessible, sauf si l'armée américaine décidait de se battre contre la Russie. Et là c'est de la conflagration nucléaire. Mais le problème, c'est ça. Ça veut dire que le président a dit on veut la paix durable. Écoutez, durable et juste. Écoutez, en 2008, il s'est passé exactement la même chose en Géorgie. Et donc la Géorgie a eu 20% de son territoire occupé, et on s'est dit, Poutine va s'arrêter puisqu'il a 20% et ça continue de plus haut. Et en fait, à cette époque-là, les Géorgiens ont dit, les prochains, c'est soit le Kazakhstan, soit l'Ukraine. Et il va faire exactement la même chose parce qu'on ne l'a pas arrêté aux 20%. Et donc, est-ce que ça veut dire, attendez, est-ce que ça veut dire qu'on cède à Poutine? Pardon, vous vous rappelez, actuellement, une partie de la Géorgie est toujours occupée. Ça veut dire que la prochaine... Attendez, une partie de la Géorgie est toujours occupée. Oui, 20%. Depuis 2008, donc ça fait... 2008. Ça fait combien d'années? Ça fait 13 ans. 13 ans, pardon, attendez, 13 ans. La Crimée est occupée depuis 2014. 17 ans. 17 ans. La Crimée est occupée depuis quand? 2014. 2014. Alors, 11 ans d'occupation en Crimée, 17 ans une partie de la Géorgie. Donc, c'est du provisoire qui dure très longtemps, en réalité. Oui, absolument. Du provisoire qui dure très longtemps, qui peut durer des dizaines d'années. Et quand le président Donc, c'est des cadeaux à Poutine. Mais non, mais quand le président Trump dit qu'il a des clés, des cartes en main, c'est la vérité. Si la guerre s'arrête, ce soir, c'est lui qui a gagné. Il a 20% du territoire. C'est Poutine qui a gagné ce soir si la guerre s'arrête? Mais bien sûr. Mais c'est évident. Il a gagné 20% du territoire. Et en fait, on aura beaucoup de mal dans quelques années à l'expulser. C'est évident. Écoutez, regardez, là c'est la couverture de l'hebdomadaire ukrainien avec lequel j'ai collaboré du mois d'août 2008. Vous voyez, c'est le numéro spécial consacré à l'invasion de la Géorgie avec donc vous voyez la botte militaire russe avec la Géorgie qui est déjà occupée. Et le titre, la prochaine cible, ça sera l'Ukraine. Tout le monde le savait, tout le monde le disait. Et on refait un cadeau à Poutine. Et on refait la même chose. Ce n'est pas ce que dit, en l'occurrence, ce n'est pas ce que dit le président Emmanuel Macron. Lui, au contraire, il a dit qu'on a déjà pratiqué ça. C'est que depuis 2014, la Crimée est occupée. Et on dit que ça va durer encore plus. Oui, mais là, il est dans son rôle. Il fait un constat de réalisme qu'il aurait déjà dû faire depuis bien longtemps. Il se déplace à Washington. Heureusement qu'on l'a, d'une certaine manière. Il va au moins faire tout ce qu'il peut. Pardon, même si, pardon, Margot, mais même si Emmanuel Macron dit que Kiev ne regagnera pas ses territoires par les armes, est-ce que c'est une raison pour céder tout ce que Vladimir Poutine veut, céder à toutes ses exigences? Non, et surtout qu'il le fait avant même de l'avoir rencontré. Qu'est-ce que ça va être quand il l'aura rencontré? Donc ce ne sont pas des négociations. Non mais attendez, qu'on revienne sur, par exemple, la Géorgie. En ce qui concerne l'Ossétie du Sud, 2008, Obama arrive au pouvoir quelques mois plus tard. Les relations se sont détériorées sous George W. Bush, qui a essayé de condamner ce qui s'est passé en Ossétie du Sud. Et puis vous avez Obama qui lance avec Hillary Clinton, je vous rappelle, ce qu'on appelle le programme Reset.
reset des relations avec la Russie. C'est-à-dire juste après ce qui se passe en Ossétie du Sud, on essaie à nouveau de relancer les relations diplomatiques avec la Russie. Donc que ce soit du côté démocrate ou du côté républicain, de toutes les manières, les deux camps ont prévu, avec une certaine forme de visée impérialiste, il faut le dire, de s'entendre sur des dossiers internationaux, même quand il y a un dédain pour le droit international. Et puisqu'on parle de cadeaux à Poutine, on va encore plus loin ce soir. Là, on est vraiment, il y a quelque chose de sidérant et d'hallucinant dans la liste des courses que Poutine, en quelque sorte, est en train d'obtenir de la part des Américains. Même le terme d'agresseur lui est enlevé. Oui, c'est ce qu'on apprend par les États-Unis dans le Financial Times. Les États-Unis s'opposent à ce que la Russie soit qualifiée d'agresseur dans une déclaration du G7 qui est prévue lundi, on le rappelle, à l'occasion du 3e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Regardez ce qui est dit justement. Les envoyés américains se sont opposés à l'expression agression russe et aux descriptions similaires utilisées par les dirigeants du G7 depuis 2022 pour décrire le conflit. Emmanuel de Villiers, est-ce qu'ils vont trop loin là, Non, mais le terme agression, je trouve, est presque insuffisant. Il faudrait mettre invasion. C'est une invasion. Oui. C'est le constat des Nations Unies. Je vous rappelle qu'il y a quand même la déclaration officielle de l'Assemblée Générale des Nations Unies au 2 mois de mars 2022 qui condamne l'agression russe militaire contre l'Ukraine. Mais c'est plus qu'une agression. Oui, c'est une invasion. Ce qui est inquiétant, c'est surtout les Américains, en fait. Invasion. Bien sûr, mais est-ce que vous comprenez la position des Américains? Est-ce que ça vous choque? Alors, on peut l'expliquer. Moi, je ne la comprends pas. On peut l'expliquer. C'est-à-dire que, en plein milieu de négociations qui démarrent, on n'a pas envie de commencer à les insulter et puis d'utiliser le vocabulaire. C'est ça le problème. Ça, c'est pas les insulter. D'utiliser alors du vocabulaire qui les dérange. Voilà, parce que dans le narratif russe, c'est pas une invasion en fait. C'est puisque ça reste une opération militaire spéciale. Quand on va si loin, est-ce que tout est possible? Effectivement, est-ce qu'ils peuvent même revenir au G8? Est-ce que les Russes peuvent revenir? Ça paraît qu'on entend tout le monde. Non, alors deux choses. Je suis d'accord avec le général. Si c'est une stratégie de négociation, mais si on le cumule avec toutes les autres insultes, j'ai des doutes que c'est une stratégie de négociation et je trouve ça problématique. Pour le G7, la question se pose pas parce qu'il faut l'unanimité et je ne pense pas, à moins que Trump nous prouve qu'il y a une grande stratégie et qu'il fait tout dans nos intérêts européens et les intérêts ukrainiens, je ne pense pas que les Européens vont dire... Retirer le terme d'agresseur, ça paraît... Là, on franchit le stade suprême, c'est-à-dire qu'on nie la réalité la plus technique presque. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, ça s'inscrit dans les pratiques récurrentes de Trump. Souvenez-vous, la première chose qu'il a fait, il a voulu renommer un certain nombre de choses. En fait, il y croit dur confère dans cette sorte d'ingénierie des cerveaux, de la société, de l'opinion publique. Et dans la même veine, ce n'est pas par hasard qu'il a dit qu'en fait, c'est presque... Enfin, pourquoi presque? C'est l'Ukraine qui a provoqué la guerre. Donc, et à partir du moment où on enlève l'agression russe, on pourra commencer à raconter, on dira 3-4 fois que l'Ukraine a agressé la Russie et que c'est pour ça qu'il faudra qu'elle donne tout. Est-ce que la prochaine étape, ça ne va pas être Donald Trump qui va dire que les Russes ont voulu dénazifier l'Ukraine? Dans ces cas-là, s'il reprend tout le langage du Kremlin. Ça m'étonnerait pas. Enfin, je ne crois pas qu'il aille aussi loin. Mais je vous rappelle. Quand il dit que la Russie n'est pas agresseur. Attendez, vous allez voir une citation de personne tout à l'heure qui n'est pas loin de ça. Attendez, je vous rappelle une chose. Quand il y avait le G7 de Biarritz, qui c'est qui a parlé du retour de Poutine dans le G8? C'est un certain Emmanuel Macron, qui l'a invité au sud, dans son fort de Brégançon, et qui a dit « Ah, Vladimir, si tu fais un effort, je peux t'aider à revenir vers le G8 ». Et c'est là où Poutine, en fait, l'a quasiment insulté en disant, vous savez que Macron lui a donné la leçon sur les droits de l'homme, et Poutine était moqueur en disant, chez moi, on n'a pas emprisonné des milliers de gens comme chez toi pendant les Gilets jaunes, et chez moi, il n'y a pas des dizaines de personnes qui ont perdu des mains et des yeux dans les affrontements avec la police. Mais si on résume, est-ce qu'on est dans une sorte de folie? Si effectivement la Russie est une puissance prédatrice, comme le dit ce soir Emmanuel Macron, si elle est une menace existentielle, comme il l'a dit précédemment, est-ce qu'on est en train de céder du terrain face à un danger mortel? Mais attendez.
Les États-Unis, c'est pas le G7 clairement, parce qu'on est en ordre dispersé. Il suffit de résister. Donc, à partir du moment où on est en ordre dispersé, c'est pas la voix de la France tout seul ne porte pas assez. Est-ce que vous voyez une certaine unité européenne vis-à-vis de Trump et vis-à-vis de Poutine? Non, absolument pas. Donc là, effectivement, on est en situation de faiblesse. Et le président Macron, je dirais, il a une vertu, c'est qu'il va à Washington en portant une certaine voix, en essayant de dire, nous les Européens, on existe. Alors, on est combien derrière? Parlons-en. Écoutons un des sons les plus savoureux, disons, de la soirée. C'est effectivement comment Emmanuel Macron entend parler à Trump. Interdiction de se moquer, hein, mais Emmanuel Macron... Pourquoi se moquer? On n'est pas moqueur. Ça, c'est avant d'avoir écouté. Écoutez, vous allez en juger. En tout cas, Emmanuel Macron explique qu'il va donner des conseils à Donald Trump. D'abord, moi, Donald Trump, je le connais. Pendant 4 ans, on a été aux responsabilités déjà, lors de mon premier mandat. Donc c'est quelqu'un que je respecte, qui je crois me respecte, avec qui je parle très facilement. Et je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si t'es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous, mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique énorme. Alors, ça va fonctionner ou pas alors? Le premier argument, à mon avis, le premier argument peut marcher. Parce que Trump est quelqu'un qui est très fort. Et donc, si sur un ton amical, on lui dit, en fait, tu te fais apparaître comme faible. Et donc ça peut être un argument. En revanche, le deuxième argument, pour moi, ça ne tient pas. Mais il va apprécier. La bonne relation, il faut souligner, depuis déjà le premier mandat, Emmanuel Macron disait, et c'était vrai, qu'ils avaient plutôt un bon contact et un bon rapport relatif. Premier mandat. Oui. Là il fait un peu... On n'est plus dans les mêmes conditions. Entre-temps, il y a eu tout de même une crise en France qui enlève un peu, je suis désolé, Monsieur le Président, mais un peu de respect pour Emmanuel Macron sur la scène internationale, puisqu'il y a eu tout ce chaos intérieur qui montre une sorte de faiblesse, alors qu'au départ, Donald Trump avait en tête un Emmanuel Macron qui sortait des cases de la politique française, c'est-à-dire un peu un self-made man comme lui, qui vient du business, qui vient du monde financier, et donc qui a créé sa place dans le monde politique et qui est donc devenu un animal politique. Et là, il y avait le respect d'Emmanuel Macron en disant que parce que tous les deux avaient un parcours atypique, ils se respectaient. Totalement. Et puis, le fait qu'il y ait une autre forme de diplomatie également. Ils étaient quand même pas au même niveau dans le business. Mais il y a eu entre-temps, et à la rappeler, l'accord sur le nucléaire iranien, dont Donald Trump a claqué la porte, l'accord de Paris, dont Donald Trump a claqué la porte, et là, vous avez tout de même une forme de scission qui s'est créée, avec deux visions de la diplomatie qui ne s'accordaient plus. Et à partir de ce moment-là, vous parlez plus le même dialogue. Mais quand Emmanuel Macron s'exprime de cette manière, en installant une forme de rapport de force, en essayant de lui montrer certains arguments, on peut le prendre comme on veut, mais c'est pas débile. C'est-à-dire que de montrer qu'il se coucherait devant la Russie et qu'il se coucherait de fait devant la Chine en faisant ça, c'est un argument qui peut peser face à Donald Trump. Margot, elle dit c'est pas débile. Alors là, moi j'aimerais des compliments comme ça, Margot Haddad. Écoutez, Monsieur le Président, c'est pas débile. Franchement, c'est vraiment sympa. Alors, attendez, pas tous ensemble. C'est quand même un peu la diplomatie pour les nuls. Il se la joue là pour les TikTokers. Bon, ceci étant, c'est très bien qu'il aille à Washington. Ça, c'est son bon côté, même si je partage pas le bilan de ses quinquennats et sa politique en général. Son côté agité, là, est vraiment nécessaire. Il va en sortir quelque chose. Il va essayer de coordonner et il a du talent pour ça. Emmanuel Le Villiers, vous êtes un cas intéressant parce que quand on vous suit sur les réseaux, parfois vous êtes très critique sur Emmanuel Macron et parfois non. Parfois vous dites non, mais sa jeunesse, son énergie. Je le connais personnellement depuis longtemps. Oui. Et je sais juger du personnage. C'est-à-dire quoi? Cette jeunesse, cette énergie qu'il incarne, malgré tout, il reste un jeune président, les années ont passé, mais il reste un jeune... Oui, c'est assez incroyable. Vis-à-vis de Trump, ça compte. Oui, c'est assez incroyable, l'énergie dont il est capable, il a cette fraîcheur. Par contre, je crois que Trump, maintenant, le prend quand même pour... pardon d'être vulgaire, une fois n'est pas coutume sur ce plateau, mais le prend un peu pour un con, parce qu'il y a eu tout un contentieux, vous savez, Trump a été voué aux gémonies, a été mis complètement
en quarantaine. Il est revenu de manière stupéfiante et personne ne pariait là-dessus, pas plus Emmanuel Macron que quiconque. Et ça laisse des traces. Il y a un ressentiment, c'est certain. Vous voulez dire qu'il y a un ressentiment contre M. Trudeau, contre Emmanuel Macron, etc. Oui, qui ont dans le je parti pense des que progressistes. Emmanuel Macron est suffisamment sympathique et suffisamment frais pour bientôt parvenir à surmonter ce sentiment. L'énergie, la stamina. Trump dit toujours il aime la stamina. Il a l'énergie et Emmanuel Macron a ça. Il a l'énergie. C'est très masculiniste, là c'est un peu un boys band. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est un peu le côté du boys club, c'est-à-dire un boys club extrêmement fermé où il faut installer le rapport de force et si vous ne l'installez pas, vous ne parlez pas le même langage. Mais là où Emmanuel Macron en diffère de Donald Trump, c'est qu'il est rentré dans les codes de la diplomatie normale. Et ça, Donald Trump n'aime pas ça. Il préfère, et c'était John Bolton le disait lui-même, qui avait travaillé pour Donald Trump préfère